Bonjour à tous, nous voici à nouveau repartis. Alors pour ceux qui sont addicts de la série, j'espère que vous allez enfin retrouver vos marques après ces 4 jours d'absence. Alors, nous allons regarder un dernier texte avant de passer à l'autre tradition philosophique qui est la tradition biblique du point de vue de l'altérité, parce que je vous rappelle quand même que nos scénaristes ont prévu une espèce de progression subtile et fine vers la question d'autrui et surtout vers la question de l'altérité, parce que c'est bien clair que c'est la résolution possible de cette question de l'altérité qui va permettre théoriquement, enfin en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, qui devrait permettre théoriquement de boucler la totalité et de pouvoir percevoir ce qu'est la liberté, ce qu'est la vérité, etc. etc., etc. Bon, on leur laisse le bénéfice du doute, en espérant qu'ils ne se sont pas trop trompés. Donc aujourd'hui, nous allons regarder un dernier texte sur la manière dont la philosophie, j'allais dire classique, mais classique ça veut dire depuis les Grecs, dont la philosophie classique essaie de comprendre autrui. Alors, pour ce faire, nous regardons aujourd'hui le texte qui se trouve à la page 70 de vos manuels, le texte de Sartre, tiré de L'être et le néant. Alors, dans ce texte, ça tombe bien, il y a 2 paragraphes et il y a 2 idées. Bon, enfin on nous mâche le travail. Alors, que se passe-t-il dans ce texte? Premier paragraphe, enfin, techniquement, premier alinéa. Que nous dit Sartre? Sartre pose la question de savoir si je peux m'objectiver, c'est-à-dire si je peux me penser comme autre que moi-même, ou de manière moins violente, parce que la question là elle est un peu curieuse, mais de manière un peu moins violente, puis-je me penser moi-même, et donc puis-je me dire tiens, je suis ceci, cela. Et Sartre nous dit, eh bien, dès lors que je veux me poser comme objet pour moi-même, eh bien, en fait, j'introduis la pensée d'autrui. J'introduis un autrui pour qui je suis déjà objet. Déjà objet. Non pas pour qui je deviens objet, mais un autrui pour qui je suis déjà objet. Et c'est parce que je suis déjà objet pour autrui qu'alors je peux peut-être gagner mon objectivité. Oui, non, l'objectivité c'est dans le texte, hein, c'est pas moi qui tout à coup me prends les pieds dans le tapis avec la langue française. C'est-à-dire, je peux me présenter à moi-même comme sujet de réflexion, on va dire. Donc, il y a une espèce de précédence d'autrui dans la manière dont je me perçois moi-même. Et cette préséance d'autrui, Sartre va l'envisager de manière, on va dire, un peu brutale. Pourquoi? Parce que autrui, nous dit Sartre, est un sujet pur. Autrui, c'est un sujet pur. C'est-à-dire que autrui est un postulat, on va parler comme Kant, est un postulat non pas de ma pensée mais de mon existence, est un postulat de mon existence qui me rend capable
de me penser moi-même. C'est un postulat, c'est-à-dire que mon existence présuppose l'existence d'autrui comme sujet pur, c'est-à-dire que Sartre nous dit je ne peux pas le connaître. Ainsi, ce sujet pur que je ne puis par définition connaître, c'est-à-dire poser comme objet, eh bien, cet inconnaissable qu'est autrui comme sujet pur fait de moi, me permet d'être pour moi-même un objet. C'est parce que je suis métaphysiquement, on va dire, constitué comme objet par ce sujet pur qui est autrui, qu'alors, du point de vue existentiel, je vais pouvoir me dire, tiens, et si, est-ce que je suis vraiment tel que je suis, ou tel que je pense être? Est-ce que ces propriétés que je me trouve en me regardant dans une glace, est-ce que ces propriétés sont des propriétés objectives, donc dans autrui, dans l'objet, dans ce sujet pur? Est-ce que ce sont des propriétés objectives, celles que autrui comme sujet pur se donne à lui-même comme objet? Ou bien est-ce que je ne suis pas en train de prendre mes rêves pour la réalité? Vous voyez? Donc, je peux dire par exemple, je suis très intelligent. Bon. Est-ce que cette intelligence est reconnue telle par autrui? Si elle est reconnue telle par autrui, ça va signifier que je suis objectivement intelligent, puisque je suis pour autrui, c'est autrui le sujet, puisque je suis pour autrui intelligent. Donc je peux me penser moi-même comme objectivement intelligent. Bien. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ce que nous dit Sartre, encore une fois, c'est toujours la même question en philosophie. Nous avons une description de l'existence. Cette description correspond-elle, est-elle une description la plus juste ou la plus adéquate possible de l'existence? D'une certaine manière, oui. Je vous signale que avant que vous ne preniez conscience de vous-même, bien, il y a des gens qui vous ont regardé, qui vous ont adressé la parole, vos parents par exemple, tonton, tata, tous ces gens qui vous ont adressé la parole alors que vous ne parliez pas encore, eh bien, c'est cette existence d'autrui qui est déjà posée. Là où Sartre est juste, c'est que de fait, nous existons dans un monde où autrui existe déjà, je dis bien déjà, lorsque nous naissons, lorsque nous venons à l'existence. Cette précédence d'autrui est quelque chose que nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier. Là où la tradition que l'on va figurer de manière métonymique par Descartes, cette tradition qui consiste à se dire, eh bien, je me retire, je m'extrais du commerce des hommes, là, Sartre nous dit, c'est une expérience de pensée. Dans la vraie vie, dans l'existence, jamais je ne suis extrait du commerce des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes me précèdent. Parce qu'autrui est déjà là, est déjà posé avant même que je puisse me poser moi-même. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a quelque chose d'important à conserver, c'est-à-dire que autrui existe déjà
avant que je ne vienne à l'existence. Et de plus, je ne peux venir à l'existence, mais l'existence, ce n'est pas simplement le fait biologique de naître, hein, attention. Je ne peux venir à l'existence, c'est-à-dire je ne peux exister moi-même authentiquement dans le monde que dans la mesure où autrui existe déjà. Et je suis, j'allais dire, je suis ce que je suis parce qu'autrui est là. Et parce qu'autrui est déjà là. Donc, premier point, on va conserver ça. Alors, deuxième alinéa, problème de la liberté. Alors, on va prendre l'alinéa par la fin pour essayer de mieux comprendre avec l'exemple que Sartre donne. Rester chez soi parce qu'il pleut ou parce que le gouvernement a décrété le confinement général. Dans un premier cas, il pleut. Je fais usage de ma liberté. C'est-à-dire que je fais de la pluie, comme dit Sartre, la possibilité d'exercice de ma liberté. Je dépasse l'obstacle pluie et j'en fais un instrument. Je peux choisir, je peux vouloir aller me promener, mais je peux tout aussi bien vouloir rester chez moi pour ne pas prendre la douche. Et là, Sartre fait une différence essentielle avec, soyons à la mode, avec le confinement. Autrui m'interdit de sortir de chez moi. Bon, le résultat est le même, hein. Je ne sors pas. Le résultat est le même. Ma vie, mon existence est toujours identique à elle-même. Je reste chez moi. Mais c'est vécu de manière différente. C'est-à-dire que là, lorsque je ne sors pas parce que autrui me l'a interdit, je fais l'épreuve de ma liberté, mais de la restriction que pose autrui par rapport à ma liberté. Quand il pleut, je fais l'épreuve de ma liberté. Quand autrui m'interdit de sortir, je fais, on va dire ça, une épreuve négative de ma liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je comprends que ma liberté dépend essentiellement d'autrui. Je ne suis libre qu'en étant libre par autrui. Et c'est autrui qui me rend libre. Pourquoi? Parce que négativement, autrui peut supprimer ma liberté. Vous ne sortez pas de chez vous à cause du Covid-19. Enfin, c'est plus trop d'actualité maintenant. Mais vous ne sortiez pas de chez vous à cause du Covid-19. Bon, nous eûmes de la chance, il faisait très beau pendant cette période de confinement, donc vous avez quand même pu sortir pour prendre l'air. Mais s'il avait plu, vous fussiez resté chez vous. Et donc, le résultat était le même. Mais dans un cas, vous eussiez fait l'épreuve de votre liberté. Dans l'autre cas, vous eussiez fait l'épreuve du fait que la liberté, votre liberté, est totalement entre les mains d'autrui. Alors, on remonte dans le texte. Là, je suis parti avec l'exemple de Sartre. Donc, on remonte dans le texte. Et là, Sartre va nous dire que si j'existe par la présence déjà là, alors présence, pardonnez-moi, ma langue a fourché, ce n'est pas le bon mot, par le fait qu'autrui est là, déjà là. De quoi fais-je l'expérience? Eh bien, je fais l'expérience de la liberté, non pas de la mienne, mais de la liberté d'autrui. Si c'est par autrui que je suis et que je peux être pour moi-même,
objet d'intelligence, eh bien ça va signifier que cette précédence d'autrui est en fait la précédence d'une liberté, celle d'autrui, pas la mienne. C'est la précédence d'une liberté, celle d'autrui, que je vais poser comme infinie. Pourquoi? Eh bien, Sartre nous dit, c'est pour et par une liberté, seulement pour et par elle, que mes possibles peuvent être limités et figés. Oui, si autrui n'existait pas, n'est-ce pas, vous pourriez, sans aucun problème, définir la liberté comme la définition que vous donniez au début de l'année. Faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Non, parce que si vous ne mettez pas tous ces déterminants, vous n'êtes pas libre, bien sûr. Etc., etc. Ben oui, bien sûr. Si vous êtes sur une île déserte et que vous êtes ravitaillé miraculeusement, on va dire, par un corbeau, oui, là je fais référence à un texte biblique, alors dans ce cas-là, n'est-ce pas, oui, vous pourriez éventuellement faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, etc. etc. Ben, Sartre nous dit non. Le fait qu'autrui est déjà là, qu'il existe déjà avant même que je ne vienne à exister, eh bien, ce fait-là est en réalité la possibilité, mais toujours présente et toujours active, pour ma liberté d'être figé, interdiction de sortir, ou limité, vous avez droit à 300 mètres autour de chez vous. Vous voyez? Bien. Est-ce que tout ça est satisfaisant? Qu'est-ce qui manque dans ce texte? Pour savoir ce qui manque, il faut d'abord savoir ce qu'il y a. Nous l'avons vu, il y a cette encore une fois, j'ai failli dire un gros mot, et il y a cette réalité du fait d'autrui, et cette réalité qui me précède toujours. Toujours, toujours, toujours. Je suis toujours précédé dans l'existence par autrui. Oui, si vous êtes là, c'est que vous avez eu des parents. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cet être d'autrui, ce fait d'être d'autrui, est la condition de possibilité de ma liberté. On reparle comme Kant. Autrui est déjà là, moyennant quoi ma liberté est mesurée par autrui. On pourrait dire que dans ce cas-là, autrui est la jauge de ma liberté. Autrui est la jauge de ma liberté. Donc ça, deux choses que nous pouvons peut-être conserver pour essayer de comprendre l'altérité. Mais, question pour un champion, c'est qui autrui? Si je veux avoir une description convenable de l'existence, autrui n'est pas un concept. Autrui n'est pas une condition de possibilité. Autrui n'est pas un pur sujet. Et là, j'insiste sur le pur sujet. C'est quelqu'un. C'est toujours quelqu'un. Quoi qu'il advienne. C'est toujours un monsieur, une dame, qui ont un nom. Et on va déjà mettre quelques petites billes d'attente, qui ont toujours un visage. Et lorsqu'ils n'en ont pas, c'est dramatique. Lorsque le père ou la mère
n'a pas de visage, parce que soit il ou elle est décédé, soit il ou elle est parti, etc. C'est dramatique à ce moment-là. Autrui, c'est quelqu'un. C'est pas un pur sujet. Donc là où Sartre est quand même le digne représentant de cette espèce de tropisme solipsiste du philosophe, c'est justement en faisant d'autrui cette réalité complètement anonyme qui, en fait, est un être de raison. Voilà. Dans ce texte, alors vous pouvez lire L'être et le temps si ça vous amuse, c'est à peu près épais comme ça, mais tout le discours de Sartre est construit sur le mode d'un jeu souverain. Regardez bien, relisez le texte d'un point de vue littéraire. Quelle place est donnée à autrui? Eh bien, à autrui n'est donnée que la place de la troisième personne du singulier. Si on se souvient de la question du bavardage chez Heidegger, et je vous avais dit que Heidegger pose l'existence d'une inauthenticité du Dasein quand le Dasein dit on. C'est quand même curieux, ce on, est-ce que ça ne serait pas ce que Sartre appelle le sujet pur, qu'est autrui? Donc, ce texte, oui, il faut en conserver, il ne faut pas jeter l'eau du bain, enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, autrui me précède, bien sûr qu'il me précède. Oui, autrui est la condition de ma liberté, mais attention, autrui n'est pas la condition de ma liberté, parce que ça signifierait que je pourrais être libre sans autrui et être libre différemment, sauf que je suis un homme. Peut-être que les anges, pour autant qu'ils ne seraient pas liés les uns aux autres, on peut imaginer, peut-être qu'un ange ne tient pas d'autrui sa liberté, qu'il est libre par lui-même. Ça c'est possible, mais ça c'est les anges, c'est ni vous ni moi. D'accord? Autrui n'est pas la condition de ma liberté, n'est pas la restriction de ma liberté. Tout simplement parce que cet homme, cette femme, cette personne, ces personnes avec qui j'existe, avec qui je vis, sont comment dirais-je, sont le périmètre de définition de la liberté d'un être humain. Nous sommes des êtres humains. Et un vrai homme, une vraie femme, ça vit avec des vrais hommes et des vraies femmes. Et inutile de penser une liberté qui est celle de l'ange. C'est exactement le cas de Sartre. Dire que autrui limite ou fige tout ce qui est possible, toutes mes possibilités, ça n'a pas de sens. Parce que mes possibilités, c'est précisément cette existence avec et pour autrui. Donc, résumons-nous, il va falloir, si nous voulons vraiment comprendre l'altérité, et si nous voulons entrer dans une compréhension aussi juste que possible de ce qu'est notre liberté, notre vie avec et pour les autres, c'est-à-dire notre vie ensemble, une vie d'homme, une vie de femme, c'est-à-dire une vie qui est avec d'autres hommes, d'autres femmes, eh bien, il va falloir que, sans doute, nous abandonnions cette idée d'un autrui compris comme sujet pur, mais sujet complètement anonyme, sujet qui n'existe que par construction de raison d'un moi,
et regardez bien le texte, hein, moi, mon nombril, ma vie, mon œuvre, qui n'existe d'un autrui qui ne va exister que dans la construction que intellectuellement je projette. Voilà. Donc, demain, nous allons regarder l'autre tradition. À partir de demain, nous allons regarder l'autre tradition qui est la tradition biblique. Pourquoi? Parce que la tradition biblique va être fondée d'entrée de jeu sur l'altérité. Mais alors, une altérité la plus redoutable qui soit, puisque c'est l'altérité entre l'homme et Dieu. Donc, c'est l'altérité au-delà de toute altérité pensable. Merci Saint Anselme, qu'on va un peu utiliser dans les jours à venir. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.